Le parti de gauche, au nom duquel je ne parle pas, puisqu'il a des responsables pour ça, dont Laurent Levard, Ève et combien d'autres camarades, a assez curieusement bouclé son premier programme catégoriel dans l'agriculture. C'est un fait qu'avant même qu'ait été rédigé quoi que ce soit d'autre, nous avions un programme agricole. J'ai donc été, en quelque sorte, l'élève de l'élève de Marc Dufumier qui a enseigné Laurent Levard, lequel Laurent Levard a enseigné tout le parti de gauche. Merci. Et de ce fait, il y a une culture collective au parti de gauche des questions agricoles, qui fait que cette question n'est pas la question agricole. Elle a pu trouver naturellement sa place lorsque, faisant notre travail, Corinne Morel-Darleux et moi, nous avons mis en place un cadre intellectuel plus large à l'intérieur duquel l'ensemble des problèmes catégoriels pouvaient trouver leur place, qui est les assises de l'écosocialisme. C'est donc d'un point de vue écosocialiste que je m'exprime à ce moment, c'est-à-dire dans une volonté de, comme l'a dit Corinne tout à l'heure, non pas saucissonner les problèmes, il le faut. C'est le mécanisme même de la raison, hein, de la construction de la raison, c'est de distinguer, de séparer, etc. Puis arrive le moment où, ayant bien distingué, il faut de nouveau rassembler dans une compréhension large. Ces deux mouvements doivent avoir lieu, y compris dans le sujet que nous traitons. La doctrine de l'écosocialisme postule comme article 1, il n'y a qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine. Par conséquent, ce que nous défendons, ce n'est pas la nature en général, qui se moque absolument de nous, et de toute façon continuerait tout à fait sans nous, car nous ne sommes rien pour elle, ou peut-être sommes-nous quelque chose, mais nous ne savons pas quoi, par rapport à l'équilibre d'ensemble de l'immense univers en expansion. Nous défendons l'écosystème compatible avec la vie humaine, et il nous semble que l'ensemble de ce qui est sous nos yeux, que nous avons à connaître, ou que nous ne connaissons pas, puisque la dernière expédition maritime qui, comme vous le savez, drague dans les océans, a découvert 110 000 espèces nouvelles, et nous savons que dans les océans se trouvent 95% des espèces à découvrir. Donc en réalité, nous ne savons pas grand-chose sur le monde vivant à l'intérieur duquel nous prenons place, sinon que nous avons l'illusion qu'il est possible de le maîtriser absolument et sans discernement d'après des visions que les uns ou les autres ont élaborées, ils le pensent d'une manière naturelle. Bref, il n'y a qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine. Donc nous rattachons tout à ça. De là, nous avons déduit un élément politique, là je parle dans le domaine programmatique et politique et institutionnel, vous allez voir pourquoi institutionnel, c'est la règle verte. C'est-à-dire, nous posons comme règle, en tant que responsable politique d'un pays, et pays essentiel en Europe, sans lequel, normalement, si nous avions des dirigeants et pas des suiveurs, on ne déciderait de rien sans nous. Et à l'avenir, lorsque ce sera notre tour, on ne décidera de rien contre nous. Ce sera une différence assez substantielle. Donc, dans un contexte comme celui-ci, eh bien, la règle verte, c'est on ne prend pas plus à la nature que ce qu'elle est capable de reconstituer. C'est une règle modeste, mais en même temps c'est une règle dynamique. Elle n'enferme pas dans un dogme, elle n'enferme pas dans un registre que certains appelleraient punitif ou autre. Hein. Elle propose une méthode de travail. Ne jamais rien prendre que la nature ne puisse restituer. Voilà le sens de la règle verte que nous avons portée, et ça doit être une règle constitutionnelle, à notre avis. C'est-à-dire qu'il faut que le peuple français ait à connaître de la question de la protection, de sa contribution à la tâche qui s'impose à l'humanité universelle, protéger son écosystème. Dans un instant, je vais dire pourquoi, à notre avis, ce programme-là est presque dépassé, protéger l'écosystème, puisque par maints aspects, il s'agit de le réparer, et pas seulement de le protéger. Ce qui pose des questions d'une complexité inouïe. C'est aux questions complexes que je veux me consacrer, en tout cas à leur énoncer. Mais là, je reste dans cette première partie de ce que j'ai à dire. Une règle institutionnelle veut dire que le peuple français doit s'impliquer, et même s'il n'a pas envie, il doit être impliqué quand même. C'est-à-dire que comme il aura à discuter d'une constitution, il faudra qu'il en parle. Voilà. Et telle est la stratégie révolutionnaire du mouvement que nous incarnons, c'est l'implication populaire
l'implication citoyenne massive dans toutes les questions, y compris les questions politiques, philosophiques les plus fondamentales. Il n'y a pas de politique de changement possible autrement que comme ça. Tous ceux qui sont intervenus à cette tribune l'ont répété, et je voudrais vous rappeler des propos que j'ai fait totalement miens, qui sont ceux de Marc Dufumier pendant sa démonstration. Il a dit, ah ben le sectarisme, il devait parler sans doute des organisations politiques, dans ce cas-là, la partie est perdue, mais s'il s'agit des citoyens, chacun pour soi, oui, ah bah le sectarisme, il dit qu'il va falloir ratisser large. Et là, vous avez vu peut-être une démonstration, peut-être plus concrète que mes propos habituels, la différence qu'il y a entre rassembler la gauche et fédérer le peuple. Parce que rassembler la gauche, ça suppose que je m'accorde avec toutes sortes d'olibrius avec lesquels j'ai pas envie de m'accorder, et les autres ne veulent pas s'accorder avec moi. Par conséquent, nous perdons notre temps. Et quand je dis moi, je, etc., vous avez compris qu'il ne s'agit pas de cela. Si nous devons limiter la discussion de la propagation d'une orientation politique écologiste pour changer le pays, ça ne peut pas se limiter à la discussion entre les appareillons, groupuscules, vastes organisations et autres questions de cet ordre, parce que nous n'allons nulle part comme ça. Fédérer le peuple, c'est rassembler une entité qui s'appelle le peuple, c'est-à-dire des gens qui sortent de leur destin individuel, de multitudes éclatées entre d'innombrables activités, à passer à autre chose, c'est-à-dire se mêlant d'affaires collectives et devenant donc le peuple, acteur politique. Ce peuple, acteur politique, il est travaillé de contradictions, et pas seulement la contradiction de classe fondamentale entre les propriétaires, les actionnaires et les salariés, celle-là on la connaît, mais il y a toutes les autres contradictions qu'il s'agit de régler, et qu'on ne peut pas traiter par-dessus la jambe en disant on verra bien demain, comme on le faisait du temps que j'étais fort jeune, où on pensait que le matin du grand soir, eh ben, tous les problèmes on les réglerait, on verrait à ce moment-là. Le problème du féminisme, on verrait à ce moment-là. Le problème de l'écologie, il sera bien temps de voir à ce moment-là. Non, nous savons que les moyens vont déterminer la fin. Et en quelque sorte, la fin est tout entière dans les moyens, ce qui est vrai non seulement en agriculture, mais aussi en politique. Donc, actuellement, alors nous avons entendu un dessin stratégique qui a été présenté devant nous par tous ceux qui se sont exprimés. Mais je vais être oiseau de mauvais augure à cet instant, nous sommes en train de vivre non seulement le contraire, mais une aggravation du contraire. C'est-à-dire qu'en ce moment, par exemple, pour la première fois, l'Europe a décidé d'accepter de légaliser 19 OGM. Alors que jusqu'à présent, elle résistait. Mais quand il s'agit des intérêts de la grande industrie chimique, c'est fini, la résistance est effondrée. 3 groupes, parmi lesquels 2 groupes allemands, non, pardon, on ne doit pas dire, 2 groupes sinon ça fait germanophobe. Voilà, je ne vais pas quand même sombrer dans la germanophobie. 2 groupes venus d'on ne sait où, très importants parce que figurant parmi les premiers du monde, et manifestant une absence de scrupules et de responsabilité absolue, encouragé par un gouvernement qui a été soutenu par le nôtre, a appuyé cette histoire, 19 variétés d'OGM, et des OGM qui sont d'une catégorie assez particulière, parce que jusqu'à présent, on nous a expliqué que les OGM, c'était pour limiter les pesticides, c'est comme ça que ça nous a été présenté. Or, ces OGM, justement, leur caractéristique, c'est qu'ils résistent aux pesticides, pour qu'on puisse en foutre tout le temps, vu que les autres résisteront pas aux pesticides, les autres herbes, donc elles crèveront, sauf celles qui sont OGM. Ok ? Voilà. Le renversement de la perspective. Donc, voilà la situation, ça a 15 jours. C'est TAFTA, qui est l'instauration, notamment dans l'agriculture, pour toutes les productions agricoles, de l'idée du marché libre sans concurrence qui viennent fausser ce marché. Bon, il n'y a pas 50 exemples à prendre. Je peux en prendre d'abord un sur le lait, puisque si le lait est ce qu'on voit en tout cas dans l'agriculture est une chose inouïe. Depuis que l'humanité est humanité, on fait des stocks. Tout le monde sait ça, qu'une saison ne sera pas la même la saison d'après. Tout le monde sait ça, et que donc, il faut prévoir un peu. Et le capitalisme libéralisé vous dit, mais pas du tout, on ne prévoira rien du tout, parce que c'est le marché qui va régler cette histoire-là. Bon. Et par conséquent, plus de stock, plus de limites aux productions, allez-y, enrichissez-vous. En 1975, quand les quotas laitiers ont été instaurés, j'étais un humble petit journaliste qui commençait sa carrière de menteur, et donc les gens protestaient contre le fait qu'il y ait des quotas laitiers sur le thème c'est la planification, c'est insupportable, vous allez réduire notre capacité productive alors que blablabla, etc. L'Europe à ce moment-là était déjà devenue autosuffisante au plan alimentaire grâce aux politiques coordonnées, les politiques publiques qui étaient celles de la PAC, car il faut examiner une réalité politique dans tous ses aspects. Le fait d'avoir planifié et organisé a permis
l'arrivée à l'autosuffisance alimentaire, à un coût social et autres que maintenant, dont on comprend toute l'ampleur, mais ne perdons pas ça de vue, parce que sinon, on perd tout de vue, et rien n'est possible. On ne peut pas non plus s'en remettre seulement à la bonne volonté de chacun, parce que ça, bon, voilà maintenant 2000 ans qu'une religion bien connue s'y essaye sans aucun résultat. Bon. Et par conséquent, l'action publique, l'encadrement législatif est la nécessité. Et nous devons bien réfléchir à la valeur de ces instruments. En attendant, l'idée que tout devient marchandise et qu'il n'y a plus de limite d'aucune sorte, ça vous donne d'un côté, eh ben, le lait c'est un produit comme un autre, donc puisqu'on a mis 500 vaches, on va en mettre 1000, puis peut-être 2000, et un élevage de porc de 20 000, de 30 000, de 5 000. On ne sait pas ce qu'ils sont capables de faire. Ce qui est deux violations en même temps. La première, à l'évidence, tout ça va suivre les cours du marché. Quand il y a un prix élevé, tout le monde se met à en produire, donc tout le monde augmente les capacités de production. Il y a trop de production, le prix s'effondre, l'outil de production s'effondre avec. C'est ce que ça a donné dans le cochon et dans tout ce que vous voulez, dans plus d'une production. Ça sera ça à nouveau. C'est-à-dire des effets cycliques qui, à un moment donné, conduisent à un effet de rupture et vous avez derrière un manque, une famine, etc. Et puis la deuxième, c'est que c'est un viol permanent, là on parle des animaux, de quelque chose qui devrait avoir une importance, qui est le registre de la sensibilité des êtres sensibles et du traitement qui est réservé aux êtres sensibles dont nous prélevons la vie pour la nôtre. Bon. L'indifférence à ce sujet n'est pas une affaire de sensiblerie, encore qu'on ait le droit d'être sensible, et même hypersensible, et ce n'est pas une honte. Ce qui est une honte, c'est d'être sensible à rien. D'accord ? C'est plutôt le contraire. Mais si on met même de côté cet aspect pour ne pas donner un tour sentimental à une expression politique qui serait malvenue, il n'empêche que l'accoutumance à traiter des êtres sensibles de cette manière-là a vite fait de créer une culture. Hein, de la même manière que la culture bureaucratique conduit à ce que des gens vous organisent des déportations de masse, personne n'étant coupable de rien. Hannah Arendt a parfaitement décrit la force tranquille du mal. Quand vous prenez l'habitude d'ignorer la finalité de ce que vous faites et le moyen qui est utilisé, à la fin, vous vous privez de toute humanité. Si je vais à ce rythme, on est là 2 heures. Bon, alors donc là, tarta, le lait, et enfin, je dis, nous sommes dans une déferlante du contraire de ce à quoi nous aspirons. Donc en ce moment, c'est ça qui est à l'œuvre. La politique agricole commune, la précédente, s'interrompt, donc il n'y a plus de quotas laitiers, donc le marché du lait va suivre celui du cochon et du reste dans tout le pays. La catastrophe est pour bientôt, et la catastrophe fait partie du plan capitaliste, parce que la catastrophe permet de limiter encore la population paysanne, d'augmenter la concentration, etc. C'est comme ça que ça se passe. Donc ils réussissent à utiliser les dégâts qu'ils font eux-mêmes. Enfin, les politiques de partenariat économique avec l'Afrique finissent de massacrer l'agriculture vivrière. Et donc, ils vont vous dire avec la même mine satisfaite, joyeuse et heureuse, « Ah oui, mais monsieur Mélenchon, vous pleurnichez, mais regardez, tel pays, eh ben, il n'apparaissait pas dans la comptabilité. Regardez maintenant, le PIB de ce pays a augmenté. » Non, le PIB n'a pas augmenté. Ce qui a augmenté, c'est les productions qui sont monétarisées, et qui sont monétarisées sur le marché mondial. Alors ça, oui, ça a augmenté. Mais personne ne compte tout ce qui a été détruit derrière. C'est-à-dire que là où vous avez flanqué toutes ces marchandises, ces ressources agricoles que vous allez vendre sur le marché mondial, il n'y a plus d'agriculture vivrière. Donc les gens sont partis de là où ils étaient pour aller à la ville, et de la ville à l'immigration pour les plus courageux qui peut-être vont survivre à la traversée du désert et à la noyade. Voilà. Ça, c'est le cycle infernal. Ce cycle infernal, il est en train de se renforcer. Il n'est pas en train de diminuer. Il est en train de se renforcer. Et pas une fois vous n'aurez entendu, dans les mesures proposées pour faire face à l'invasion migratoire, qu'on allait arrêter ça. Or pourtant, c'est la cause de toutes nos affaires. Alors, tout ça, je crois que c'est en gros notre patrimoine commun de compréhension, développé tout à l'heure de manière très brillante, point par point. Et moi, je ne me suis jamais senti pris à revers, ou quelque chose où nous soyons à revers de notre argumentation par ceux qui sont intervenus. Donc félicitations aux camarades de la commission, le travail est bien fait. Et on est dans le bon fil. Bon, maintenant, ne nous cachons pas les difficultés. J'en évoque 3, je vous promets de ne pas être trop long. Première, elle est culturelle. L'objet de la révolution est d'abord culturel. Car la société est faite d'êtres humains. Et les êtres humains ont des rapports entre eux qui sont des rapports faits de culture. Je ne cesserai de répéter qu'on ne se fait pas tuer pour un différentiel d'inflation, ce qui pourtant est une chose extrêmement cuisante, mais qu'on se fait tuer pour des idées beaucoup plus approximatives, telles que la dignité, la liberté, et des choses que personne n'est incapable de définir en moins de 3 ou 4 pages. Ainsi sont faits les êtres humains, ainsi vivent les hommes, voilà, c'est comme ça.
Et la première des révolutions, puisque le capitalisme est un système global et globalitaire, et qui rentre dans nos vies intimes, c'est donc à la fois pas seulement le mode de production qui doit être mis en cause, que le mode de consommation. Les désirs qui sont suscités en nous par la publicité et l'idéologie dominante. Pas qui nous conditionnent, auxquels nous adhérons avec enthousiasme, auxquels nous aspirons à ressembler. Les images des magazines, mais les produits à consommer, créant toutes sortes d'addictions qui finalement font partie de notre personnalité. Ah, je raffole du yaourt à je ne sais quoi, dans lequel il y a la dose suffisante de produits pour que j'en raffole à mort jusqu'à en crever. Bon, bien sûr. Donc le combat culturel, c'est un combat qui va aller contre une certaine forme de consommation. Nous ne pouvons pas faire vivre durablement une révolution écologiste qui ne commence et n'argumente continuellement dans le processus révolutionnaire contre les consommations et les modes de consommation, notamment dans les pays développés, parce que dans les pays développés, en quoi sont-ils développés? Je vous prie, pas seulement par les instruments de production, mais par l'organisation de la société, qui est l'extrême concentration de la richesse à un bout que vous ne voyez pas, l'extrême concentration de la misère à l'autre que vous voyez tous, et qui est de moins en moins concentrée, mais vous avez ces classes moyennes. Les classes moyennes n'existent pas. Elles n'existent que par la représentation qu'elles ont d'elles-mêmes. Les classes moyennes sont riches d'ambitions individuelles, pauvres en ambitions sociales. Et ces classes moyennes se définissent comme moyennes. Figurez-vous que c'est quand même 1600 €, hein, le revenu médian. Bon. Vous voyez à peu près ce qu'est le niveau d'un couple d'une classe moyenne. S'identifient eux-mêmes en tant que classe moyenne par le spectacle des très pauvres, qui leur permet de savoir qu'ils n'en sont pas, et le spectacle plus rare des très riches, parce que ça pourrait faire envie, mais dont on décalque les modes de consommation sur soi pour y ressembler. Autrement dit, cette classe moyenne n'existe qu'à travers ces représentations collectives. Et ces représentations collectives sont faites de consommation. C'est dans la consommation que cette classe dominante, dirigeante, affirme son identité de classe et son être. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas gagner si nous passons notre temps seulement, pardon, c'est très important, à sortir les gens de la misère et de l'extrême misère, sans contester le fait qu'une fois qu'ils en sont sortis, ils s'installent dans la classe moyenne. Ils disent merci au gouvernement qui a rendu possible ça, mais ils ne passent pas leur temps, heureusement, à remercier le gouvernement. Hein. Donc une fois qu'ils sont là, ben, ils se demandent pourquoi ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela. Comme j'ai eu l'occasion de dire à l'illustre camarade commandant de notre révolution au Venezuela, si on a fait tout ça pour que tout le monde se fasse de la chirurgie esthétique et achète des 4x4, je rentre chez moi. Ça ne m'intéresse pas. Oui, mes camarades, c'est de ça dont il est question. Donc ce n'est pas une tâche simple. Vous voulez modifier le régime agricole, et maintenant j'en viens à vos porte-monnaies. Comment se sont faites notamment les fameuses 30 glorieuses? J'ai fini sur le côté culturel, je ne vais pas plus loin, parce que sinon il y en a pour un moment, mais quand même j'oublie une chose. J'ai parlé de vos modes, de vos relations à la consommation. J'ai parlé du mode de production. La relation entre, c'est-à-dire le paysan, comme on l'a dit tout à l'heure, qui fait de l'agriculture bio, et tous les autres. Et tous les autres paysans et leurs amis. J'ai connu, pour ma honte, dans les années 70, un camarade qui était viticulteur comme moi, membre du Parti Socialiste. Et le gars, il décide de tout démolir et de tout recommencer à zéro. On lui riait au nez. D'accord? On dit, mais il est complètement fou. Alors il prétendait qu'il allait cultiver sa vigne avec une charrue. Alors ça nous plongeait dans des délires d'hilarité, hein, et il passait pour un dingue. Bon, maintenant, j'ai été visiter il n'y a pas longtemps sa vigne. Bon, j'ai pour lui un respect immense et je me morfonds de l'avoir à l'époque ironisé comme ça. Bon, au passage, pendant que j'étais dans sa vigne, tiens, j'y viens, sur le climat, alors il m'explique toutes sortes de choses sur la terre, le machin, tout ça, bon. Moi, je suis un urbain, je ne vais pas vous dire que ça me fascine, hein, ça m'intéresse. Mais bon, ça m'intéresse, voilà. Je ne suis pas là à genoux, ah mon Dieu, un pied de vigne, bon, non, c'est pas mon truc. Hein. Bon, et je sais que les vaches ne sont pas violettes comme sur le chocolat Milka, contrairement à bien des gosses de nos villes. Mais on parlait tous les deux, et au bout d'un moment, je lui dis, mais je ne sais plus comment ça vient dans la conversation, et il m'explique l'impact pour lui du changement climatique. L'impact pour lui, c'est la mouche drosophile. Et il dit, quand il y en a, c'est fini. Parce que tu ramasses une hotte de ton raisin, tu le fous dans la cuve, et comme faire du vin, c'est ralentir et empêcher le fait que le jus se transforme en vinaigre, eh bien si tu as mis un truc avec les mouches dedans, là terminé, au revoir tout le monde, tout est perdu. Parce que tout peut se transformer. Pourquoi? Parce que la mouche perce le grain, et qu'à partir de là, bah, le grain tourne, le jus qu'il y a dedans tourne au vinaigre. Comment tu le sais? Bah, il me dit, bah, c'est simple, tu respires. Si ça sent le vinaigre, tout est foutu. Pourquoi c'est comme ça? C'est nouveau pour eux. Parce que cette mouche monte à mesure que le réchauffement se fait. Et pour que ça se réchauffe dans le Jura, j'aime vous dire qu'il en faut une couche. Hein.
C'est l'endroit le plus froid de France, se trouve dans la montagne, à Mout. Bon, la culture, donc vous ai-je dit. Il y a celle donc du regard des uns sur les autres. Et encore une fois, à quoi une société identifie-t-elle ses progrès? Donc la bataille est culturelle. Vous ne pouvez pas passer à côté de ça. La deuxième, elle est sociale. Les 30 Glorieuses, où supposait-elle, se sont faites pour une large part sur le dos des agriculteurs. Pourquoi? Parce que si l'on voulait augmenter la compétitivité des travailleurs, il fallait changer les machines, cela fut fait massivement. Mais deuxièmement, il ne fallait pas que leur salaire progresse plus vite que la compétitivité et que la productivité. Au contraire, moins ils progresseraient vite, mieux on se porterait. Si en valeur absolue, en effet, ils ont progressé, le pouvoir d'achat a progressé bien plus que ne progressaient les salaires. Pourquoi? Parce que, pendant ce temps-là, ce qui était l'essentiel du budget d'un ménage, c'est-à-dire l'alimentation, baissait dans le bilan de la famille. Autrement dit, ce qui occupait avant 20% des revenus, 25% des revenus n'a plus représenté que 7 ou 8 ou 10% des revenus. Autrement dit, une partie du mieux vivre de la ville et de la classe ouvrière a été acquise sur l'exploitation des paysans. On ne peut pas en rendre les travailleurs responsables. Mais maintenant, si vous écrivez dans vos programmes que vous voulez voir rémunérer justement les produits agricoles au niveau où ils doivent l'être, et c'est la condition de la transition, car vous ne convaincrez jamais aucun paysan de dire « Eh bien maintenant, deuxième tournée, après en avoir bavé pour nos pères, c'est nous qu'allons en baver. » Nos pères et nos mères, parce que les mères c'était encore pire, n'avaient même pas de statut. C'était avant les GAEC, ça, c'est pas si vieux que ça. Hein, bon, alors, donc, on va leur dire quoi? On va leur dire, bah écoutez, maintenant il faut produire autrement, vous allez travailler 2 ou 3 fois plus, vous allez trouver des gens pour aller faire le boulot, qui seront d'ailleurs très mal payés, hein, et puis nous on continue comme avant. Non. Si vous augmentez les prix agricoles, pour avoir ce type d'agriculture, vous êtes obligé d'augmenter les salaires ouvriers. Pour que ça puisse suivre sans que l'amélioration des conditions de vie des uns se fasse au détriment de la condition de vie des autres. Et par conséquent, vous devez changer la répartition de la richesse. Autrement dit, partager autrement, organiser autrement la répartition de la richesse, c'est écologique. Ce n'est pas 2 sujets différents, c'est le même. De la même manière que si vous augmentez les salaires, ils pourront se payer du bon produit, notamment du produit bio. Augmenter le SMIC, c'est écologique. De la même manière que si vous dites que vous voulez une industrie écologique, pour ça, il faut faire la transition des machines et des process de production. Donc vous changez l'arbitrage de la répartition entre capital et travail de la plus-value. Parce que ce qui ira dans le changement des machines et le paiement du changement des machines, n'ira pas dans les dividendes, l'accumulation et la bulle financière. C'est pourquoi nous parlons d'éco-socialisme. Où elle est passée l'autre là, qui vous me posait la question tout à l'heure? C'est pourquoi nous parlons d'éco-socialisme. C'est-à-dire la question de l'écologie posée en tant que programme politique ne peut pas se séparer de la question d'une manière générale de la répartition des richesses. C'est la même chose. Augmenter les salaires des ouvriers et des salariés, c'est leur permettre de se nourrir correctement, donc de payer des produits correctement produits par plus de travail humain qu'est le travail des agriculteurs. Ok? De la même manière, le changement des process de production modifie la clé de répartition entre capital et travail du point de vue de la répartition de la richesse produite. Alors, ça m'amène à quoi ça m'amène maintenant, une fois que j'ai évoqué aussi cet aspect social, des difficultés qui font partie du programme éco-socialiste. C'est pourquoi je veux dire on ne peut pas convaincre une société de tout ça, tout à l'heure ça vous a été dit, sans qu'on commence par les tâches de révolution culturelle. Et tout à l'heure j'ai été intéressé parce que pour la première fois je comprenais bien comment cette affaire-là se mariait. De la modification des comportements individuels avec la modification de l'appareil productif. Ça m'amène à la culture collective. Les paysans ne changeront pas d'avis parce que nous leur demanderons de le faire. Ils changeront d'avis parce qu'on va les en convaincre, premier point. Et pour les convaincre, il faut que ça soit jouable. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Il faut qu'on y voit clair. Il faut que la direction politique sache où elle va. 3, il leur faut des garanties que ceux qui les ont poussés à pratiquer comme ça ne reviendront pas demain. Ce qui veut dire tout le changement des organismes, alors là c'est institutionnel, moi je ne suis pas un connaisseur, je ne m'avance pas sur le terrain. Mais clairement, la composition des SAFER et les priorités qui leur sont données, les chambres d'agriculture, etc., quelqu'un est intervenu tout à l'heure dans la salle pour dire il y a des propositions qui existent, il y a des modes opératoires, etc., ben vont être drôlement bienvenus. Car là aussi, la révolution éco-socialiste passe par le changement des institutions de ce secteur. Si on ne change pas les institutions, pour quelles raisons les intérêts qui s'y expriment, tout d'un coup touchés par la grâce,
reculeraient. Non, pas du tout, ils ne reculeront pas. Et le deuxième élément, c'est qu'il faut que l'image et l'idée qu'on donne des tâches au niveau le plus élevé soit clairement énoncée. Si nous disons aux agriculteurs qu'ils sont les responsables de la transition écologique numéro 1, les choses se passeront différemment, car les agriculteurs ne pourrissent pas la terre par goût. Ils pensent qu'ils le font bien, que c'est bien de faire comme ça, parce que c'est technique, parce qu'ils ont une idée d'eux-mêmes qui est plus valorisante, et qu'on leur dit que c'est comme ça, et que c'est bien. Et qui n'est pas comme ça? Tout le monde est comme ça. Tout le monde aime son métier. Tout le monde aime son métier, quel que soit son métier, tâche de le faire bien. Et si tout le monde vous dit ben, c'est comme ça que c'est bien, eh ben, vous essayez. Ça s'appelle le désir mimétique, mes camarades et amis. Hein, c'est inscrit dans les gènes humains. Je le fais parce que l'autre le fait. S'il le fait, c'est que ça doit être bien. Ce machin-là est vissé en nous. D'accord? Ça fait partie du programme de départ. On démarre, quick, tu sors du ventre de ta mère, tac, ça commence le désir mimétique. Voilà, ça marche avec. Ça et la production du futur dans le cerveau. Voilà. Donc, là, nous avons quelque chose qui est très important, qui tient au système collectif des représentations. Si nous continuons à avoir des dirigeants qui ont un chapitre dans leur programme qui s'appelle l'écologie, des présidents de la République qui tout d'un coup se lèvent un matin et comprennent qu'il y a un problème avec le climat, alors il dit alors à qui on écrit pour le climat? Voilà, bon, c'est à peu près le maximum d'imagination d'un tas de ces gens-là. Eh ben non, le climat, il faut tout changer. Parce que si on ne change pas tout, on ne change rien. Ah ben c'est nouveau ça, hein. Ça c'est des conditions nouvelles qui normalement devraient nous être plus favorables. Alors, il faut quand même que je finisse. Oui, j'allais dire, pas des responsables qui s'en vont dire à la FNSEA, vous êtes les premiers écologistes du pays. Parce que Valls a quand même osé faire ça. Hein, bon. Ah ben oui, il n'y a pas que les Roms à qui il s'en prend. Hein. Bon. Et deuxième problème, pardon, j'ai pas fini sur l'agriculture, ses représentations collectives et le reste, c'est la question des lycées agricoles qui a été évoqué. Bon, les camarades, vous avez fait un magnifique programme, vous écrivez dedans, on va créer 300 000 emplois. Très bien, où vous les trouvez, je vous prie? Pas les emplois, ça j'ai compris, mais les gens pour aller tenir les emplois, vous allez leur dire quoi? Alors, qui c'est qui veut aller au fin fond du diable Vauvert, où il n'y a même pas la Wi-Fi? Je blague, hein, mais si vous ne changez pas les conditions de vie, d'accès aux services publics, du goût de vivre ensemble, et que tout ce que vous avez à promettre aux gens, c'est une déportation dans un machin lointain, avec des machines partout, ça, personne n'ira le faire. La preuve, ceux qui y sont, ils s'en vont, pour une part. Parce que c'est un mode de vie qui ne correspond à rien d'humainement supportable. C'est bien pourquoi c'est une profession où, en plus des conditions sociales, le suicide n'est pas le résultat mécanique d'une situation sociale. Hein. C'est compliqué, les suicides. Hein. Je vous renvoie à Durkheim, si vous voulez le début de la complexité de l'affaire. Mais bon, pourquoi il y a un suicide par jour dans la profession agricole et tout le monde, personne n'en parle. Une personne par jour se suicide et qui est un paysan. Donc il doit bien y avoir quelque chose de profondément... C'est qu'à la fin, quand le truc s'écroule, quand tout s'est écroulé économiquement, après il y a le spectacle de vous-même, dans votre solitude, des fois, dans votre misère, des fois, affective, dans l'isolement. Donc tout ce qui correspond à cette façon-là de vivre en tant que paysan, c'est ça aussi qu'il faut régler. Par conséquent, la paysannerie de 300 ou 400 000 paysans de plus que nous avons l'intention de recruter dans ce pays, c'est pas la paysannerie d'avant-hier. C'est une paysannerie comme aujourd'hui, c'est-à-dire avec les mêmes désirs, les mêmes exigences, les mêmes niveaux d'élévation culturelle qui font que le spectacle de la vie pour soi-même devient insupportable et qu'il y a des suicides. C'est-à-dire une paysannerie qui puisse avoir accès à un certain nombre de modes de vie auxquels il est légitime d'aspirer. Je ne dis pas à tout. Hein. Je ne vous dis pas que ça soit une joie d'être pris dans le grille-pain mondial dénommé Wi-Fi. Bon, j'achève. Vous voyez, moi j'essaye de revenir toujours aux questions de la culture. C'est souvent incompréhensible par les gens avec qui nous parlons. Prenons l'exemple du vin. Non, ça pourrait prendre une conférence d'1 heure. Moi, j'ai choisi ce thème, le vin, parce qu'il me semble que tous les Français aiment bien boire du vin. Qu'il y a une culture nationale sur le vin. Quand les gros sabots de la Commission européenne arrivent, déjà, vous avez une tête d'œuf qui trouve cette idée géniale que puisque le cours du rosé est élevé, celui du cours du blanc et du rouge est bas, il n'y a qu'à mélanger le rouge et le blanc, ça fait du rosé et ça fait un produit qui vaut plus cher. Quand on menace de le pendre ou de le jeter par la fenêtre, il est tout surpris et il se demande pourquoi. Hein, qu'est-ce qu'on a, nous les Français, qu'est-ce qui nous rend comme ça, si susceptibles et chatouilleux à propos de vin rosé. Lui d'ailleurs il n'en boit pas, il boit que du Coca-Cola Light, donc il ne sait même pas de quoi on parle.
Bon, le vin, si vous acceptez, c'est ça qu'ils sont en train de faire, hein, vous acceptez que le vin, c'est comme du lait. Pas de concurrence, la concurrence doit être libre et non faussée. Donc les AOC, les limitations de surface, les limitations d'arrosage, les ceci, les cela, qui peuvent poser d'autres problèmes, hein, qui est la normalisation dans les AOC. Parce qu'il y a aussi ce débat-là. Mais je le laisse de côté parce que pour l'instant, il y a le feu à la maison. Il y a tout simplement qu'ils ont décidé que tout ça n'existe pas. Ils veulent décider ça. On est en route vers ça. Et les États-Unis d'Amérique, pays avec qui nous avons tant de valeurs communes, c'est bien connu, surtout à Guantanamo. Alors, eh bien, les États-Unis, eux, pour eux, ils ont quitté l'Organisation mondiale du vin parce que c'est trop de réglementation. Donc pour eux, il y a le liquide et sinon le liquide. Voilà. Et donc, vous avez du champagne du Tennessee déjà, de l'excellent Bordeaux de je ne sais où, et ils ne comprennent pas pourquoi nous voulons limiter ça en appellation contrôlée, avec des normes de production, etc. etc. Ça, c'est très culturel. Vous n'avez aucun moyen d'expliquer pourquoi vous voulez ces normes si vous ne parlez pas de culture. Voilà, c'est tout. Si vous ne parlez pas de goût, si vous ne parlez pas de terroir, etc., vous ne pouvez rien répondre. Parce que c'est évident que pourquoi on ne ferait pas du champagne au diable Vauvert, après tout, hein. Bon. C'est un exemple qui ramène encore à l'idée de cette prégnance de l'entrée culturelle dans nos débats. Pour finir, je viens sur la militance. Le capitalisme est un système qui joue sur deux ressorts essentiels. Premièrement, la gratuité. Vous savez qu'il y a souvent des débats sur la gratuité. Est-ce qu'il faut... Il y en a un qui ne vient jamais discuter, c'est le capitalisme. Pourtant, le capitalisme vit entièrement de gratuité. Il vit de la part gratuite du travail humain. Ben, évidemment, il n'y a pas à le dire, hein, donc il n'en parle pas. Vous, on va vous chipoter pour savoir si la gratuité des transports en commun, c'est raisonnable ou pas, hein, parce qu'on ne peut pas dépenser plus que gna gna gna, hein, mais lui, non, ça va, très bien. Taux d'exploitation maximum, c'est l'objectif dans la vie, c'est-à-dire gratuité du travail des autres. Le renversement de la clause de gratuité, c'est un des enjeux culturels entre eux et nous. Deuxième élément, c'est l'externalisation de tous les coûts. Et c'est ça qui est nouveau dans l'agriculture. C'est ça qui fait qu'ils sont révoltés. C'est pour ça que je vous parle de militance. Dans le ressort de la militance des paysans, il n'y a pas que les traditionnels ressorts de revendications sociales, salariales, etc., etc. Il y a une revendication qui tient à ce qu'ils font eux-mêmes. C'est qu'eux savent, du fait même de ce qu'ils manient, que cette chose-là n'est pas perpétuellement renouvelable. Et que donc le mécanisme central du capitalisme, qui est l'externalisation des coûts, c'est comme ça qu'il s'en sort. Il externalise tous les coûts. Les coûts sociaux, les coûts environnementaux, les coûts de santé, tout, rien ne rentre dans le coût de la marchandise. Mais comme l'a dit tout à l'heure quelqu'un, si vous mettez dans le coût du lait ce que ça nous coûte en terre pourrie, en vie détruite, en espace agricole ruiné, ah ben vous ne paierez plus le litre de lait de la même manière. Le litre de lait libre et non faussé, là. Par conséquent, le mécanisme d'externalisation des coûts, il a une réalité physique que les paysans sont les premiers à voir. C'est qu'ils se rendent compte que ceci est en train de tuer l'outil de production, si on devait ramener les choses à cette seule dimension-là. La militance paysanne est d'une puissance que nous ne connaissons pas dans nos propres mécanismes de militance. Parce que l'employé, le salarié, la salariée de l'hôpital public ou de l'éducation nationale souvent jouit d'une certaine solidarité de son milieu. Ce n'est pas toujours le cas pour les paysans. Et c'est donc un mouvement qui part de l'intérieur de sa propre culture qui l'amène à entrer en opposition ou en rébellion. Et le mécanisme d'extension de la rébellion paysanne, qui est un mécanisme d'une grande profondeur culturelle, il n'est pas simplement, c'est pas une réaction émotive instantanée, ça n'est pas une pulsion de l'instant, c'est quelque chose qui est très construit. Vous ne pouvez pas changer l'organisation de votre entreprise, de vos terres, de vos cultures sur un coup de tête ou sur un coup de sang. Ce n'est pas vrai. Ça prend plusieurs années. Ça demande la révision de beaucoup d'actes professionnels et d'une culture du métier. Donc, moi je suis rassuré sur le fait que, par rapport à la tâche qui nous a été fixée tout à l'heure, en disant vous n'y arriverez pas si vous ne faites pas des fronts larges. C'est-à-dire pas des fronts politiques, j'allais dire pas de fronts politiciens, des fronts politiques, avec des secteurs de la société qui se rassemblent pour atteindre des objectifs. Nous savons au moins une chose. Là, je m'adresse aux vieux bolcheviks. Il n'y a plus de témoins. Bon. À ceux qui sont dans la culture profonde de la gauche. Les rapports avec la paysannerie ont pourri
les discussions du mouvement socialiste et ouvrier pendant des décennies. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Est-ce qu'on peut s'entendre avec eux? Oui, non, oui, non, oui, non. Oui, disaient les uns, non, disaient les autres. Ceux qui disaient oui disaient regardez, le Midi Rouge est avec nous. Les autres disaient vous les avez vus. Enfin, pas de cité de région, parce que je vais me fâcher avec quelqu'un encore. Mais enfin, vous étiez drôlement réac à la terre, et ainsi de suite. Bon, tiens, on va dire la Vendée, comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Bon. Et on vexe peut-être une ou deux personnes, mais ils sont du bon côté. Il y a des rouges et des bleus, en Vendée aussi. Hein. Les rouges sont dans les villes et les bleus dans les campagnes. Non, mais comme... Oui, eh ben exactement, mais j'y ai été plus d'une fois militer avec eux, hein, et j'aime mieux vous dire que ça rigole pas là-bas. Hein. Alors, tiens, tu m'as fait perdre le fil. Hein? Qu'est-ce que je disais? Tu me suis? Le mouvement ouvrier. Oui, bon, c'est bien, tu suis, Laurent. Ça a vraiment posé beaucoup de problèmes que cette alliance. D'abord parce que la paysannerie était le registre de la petite propriété avec les représentations symboliques de la petite propriété. Mais ça ne fonctionnait pas toujours du côté de la droite, ça fonctionnait aussi du côté de la gauche. Le Midi Rouge, c'était quand même des paysans, tout ça. Hein. Ce que nous voyons, c'est que nous avons des alliés extrêmement enracinés et puissants. Finalement, la culture paysanne, si vous voulez bien vous en rendre compte, véhicule avec elle beaucoup d'éléments du socialisme et du communisme en tant que philosophie politique. Même des choses qui peuvent être aussi, vues de loin, curieuses qu'un GAEC. Hein. C'est une mise en commun qui n'existe nulle part ailleurs, sinon dans les coopératives ouvrières. Par conséquent, non seulement nous avons le substrat anthropologique, culturel, mais nous avons les masses humaines concernées. Moi, tous les paysans que j'ai vus, qui avaient changé de camp, c'est-à-dire qu'on rompu, pas avec je sais pas quoi, à la droite, le machin, tout ça, c'est autre chose ça, mais qui ont rompu avec le productivisme, et d'un niveau d'éducation et de culture et de conscience politique aussi élevé que peuvent l'être, et même davantage que peuvent l'être, à la fin de la lutte, la prise de conscience collective des salariés quand ils rentrent en lutte, car vous savez que la lutte est la première école du socialisme. Moi, je suis frappé par ça. La profondeur, la puissance, peut-être parce que j'ai passé 3 heures l'autre jour avec des vignerons, mais l'ampleur de vue dans ce que j'ose appeler, j'espère que je ne vais pas vous choquer, une forme de communisme élémentaire. C'est-à-dire la prise de conscience de l'existence de biens communs et d'une humanité égale en similitude, d'une densité que nous n'atteignons pas toujours en conclusion de nos luttes salariées et urbaines. Donc je pense que ça c'est un bon signal. Mais nous ne réglerons pas la transition que nous avons évoquée si le sujet, c'est plus le fond. On est d'accord sur le fond. Vous avez vu cette table, on a tout ce qu'il faut. Les hommes, les femmes, tous, ils savent faire. Bon. Demain, on a la majorité, tant qu'on est encore là au ministère, on sait qui saura faire. Parce qu'il y aura tous les autres. Le problème, c'est d'arriver à englober tout le monde, et pour ça, de répondre aux questions. Moi, j'en ai évoqué 3, mais il y en a plusieurs autres comme ça. Si vous ne changez pas vos modes de vie, vous ne changerez pas l'agriculture. Parce que votre mode de vie est incompatible avec l'agriculture actuelle. Je ne dis pas votre mode de vie réel, mes pauvres. Souvent, parmi vous, il y a bien de la misère. Mais vos modes de vie fantasmés, idéalisés, et vos modes de vie quand même courants. Vous ne changerez pas l'agriculture si vous ne trouvez pas d'autres agricultrices et agriculteurs. Et pour ça, il faut leur promettre une autre vie. Il faut leur proposer une autre vie. Nous ne les trouvons pas non plus si nous ne changeons pas la répartition entre les uns et les autres de la richesse. Et pour ça, il faudra aller la chercher avec les dents. Ce n'est pas une affaire de gentils. Le changement auquel nous aspirons, nous ne pourrons pas simplement en convenir dans un colloque avec des gens ouverts qui acceptent de discuter, blabla, prout-prout et le reste. C'est à coup de bâton qu'il va falloir reprendre, bâton symbolique bien sûr, la force de la loi, qu'il va falloir renverser le sens de la circulation des flux de la richesse accumulée. Donc ne vous racontez pas d'histoire. Si vous voulez faire tout ce que vous avez entendu, vous ne pouvez pas faire autrement que de faire une révolution. Et cette révolution, je l'ai nommée, c'est la révolution citoyenne. Pas de changement de la matrice productive de notre pays, pas de changement du modèle dominant de la production sans révolution citoyenne. Sinon, vous faites du bruit avec votre bouche et vous faites
le marché carbone, le capitalisme vert et je ne sais quoi, qui est un attrape-gogo, et même du Coca-Cola vert, paraît-il, ce qui en doit en faire une double horreur. J'ai débordé de combien? Ça fait le double, mais c'est pas grave, j'avais prévu. J'avais prévu.